Madame, Monsieur, bonsoir. Le projet de gazoduc Nigeria-Maroc sur les rails, c'est la question d'actualité ce soir. La nouvelle étape, l'une des plus cruciales, vient d'être franchie. La compagnie nigériane pétrolière, la Nigerian National Petroleum Company Limited, vient d'annoncer son intention d'investir la moitié de la valeur du projet, soit 12,5 milliards de dollars. Et ce pour s'assurer une participation donc de moitié de 50% dans ce qui est amené à être le plus long gazoduc offshore du monde, couvrant, rappelons-le, environ 5600 km et quelques 11 pays africains. D'ailleurs, et pour rappel, en 2022, le Maroc a scellé des MOU, des mémorandums d'entente avec le Nigeria, la CEDEAO, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, mais aussi avec la Société mauritanienne des hydrocarbures et la Société des pétroles du Sénégal. Le gazoduc sera également bénéfique pour des pays enclavés comme le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et puisque connecté au gazoduc Maghreb-Europe et donc au réseau gazier européen, c'est une bonne nouvelle pour nos voisins au nord de la Méditerranée en manque de diversification de sources d'approvisionnement énergétique. Et pour info, le projet de gazoduc est déjà à la seconde phase de l'étude d'avant-projet détaillée. Alors que représente concrètement cette étape dans le plan d'action d'un tel projet d'envergure ? Les enquêtes des droits de passage du gaz sont en cours. Quels sont les atouts et les faiblesses du projet sur cet aspect en particulier ? Et maintenant que la société pétrolière nigériane assure vouloir investir la valeur de la moitié ou la moitié de la valeur du projet, quel impact de cette décision sur les intentions de financement de l'autre moitié ? Enfin, quelles sont les options qui s'offrent au Maroc dans ce sens? Pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales et sociales de Casablanca, professeur Abdelatif Komad. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Marhaba, merci à vous de répondre à nos questions. Et avec nous, par Skype, depuis Marrakech, l'expert en énergie, le professeur Amin Bennouna. Bonsoir, professeur Bennouna, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Professeur Komad, on va commencer peut-être avec un rappel des faits. Comment tout cela a commencé? Donc, il y a eu cette visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI au Nigeria. Effectivement, en fait, le point de départ, c'est cette visite royale au Nigeria en 2016 et qui a bien sûr consacré en fait, cet important projet comme une priorité stratégique, bien sûr, de coopération entre les deux pays qui, depuis le temps, ont renforcé leurs relations économiques et commerciales, mais également pour la sous-région, l'Afrique de l'Ouest, mais également pour l'intégration économique de l'Afrique dans son intégralité. Cette visite royale a été suivie par la visite du président Buhari, l'ex-président du Nigeria, au Maroc en 2018, et c'est là où en fait, l'acte a été, je dirais, confirmé et que le processus a démarré d'une manière officielle. Et depuis lors, bien sûr, il y a eu toute une évolution, parce qu'il y avait bien sûr des contacts avec la CEDEAO, parce qu'il fallait passer par la CEDEAO comme un groupement en fait, de 11 pays pour faciliter bien sûr le partenariat. Il s'agit de traiter le sujet d'une manière multilatérale, mais également avec d'autres pays comme le Sénégal, la Mauritanie, et puis l'extension vers le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc depuis le temps, il y a eu des contacts qui ont été fructifiés par la signature de convention à partir du mois de septembre et octobre dernier. Et depuis lors, bien sûr, on est entré dans la phase opérationnelle à travers des études. Donc on est dans la deuxième phase des études qui aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, traite la question des droits de passage parce que c'est vrai, le gazoduc passe par plusieurs pays, les onshore et offshore. Il y a bien sûr toute question de droits de passage à régler, mais il y a également l'aspect environnemental. Et donc, on sait qu'il y a un effet très bénéfique de ce gazoduc sur la dimension environnementale. Bien sûr, il faut étudier toutes les dimensions. Et bien sûr, ces derniers jours, il y a eu la déclaration du président de la NNPC, donc la compagnie nigérienne de pétroleum, qui a en fait souligné en fait, la dimension financière et qui prend en charge les 12,5 milliards du coût du projet, sachant que le coût
total est estimé à 25 milliards de dirhams. Reste bien sûr l'autre partie qui incombe au Maroc. Et bien sûr, on peut parler un peu de la faisabilité sur le plan du montage financier de ce projet. Certainement, certainement. Alors, un mot d'abord, avant de parler du montage financier, un mot sur le processus de mise en œuvre de ce gazoduc, donc lancé, comme on l'a dit, avec Komat en décembre 2016, en marge de cette visite royale au Nigeria. Et donc, professeur Bennouna, que pouvez-vous nous dire sur ce processus de mise en œuvre? Est-ce qu'on est dans les temps depuis l'annonce, en fait, comparé à d'autres projets similaires, même si c'est l'un des plus importants projets de ce genre, de cette taille, est-ce qu'on est dans les temps dans sa mise en œuvre? Pour répondre directement à la question, la réponse c'est qu'on est dans les temps, semble-t-il, si on se compare aux autres projets européens et africains, notamment celui qui avait été fait par la CEDEAO, l'étude qui a été faite pour la CEDEAO, qui a traîné pratiquement 12 ans. Donc nous sommes tout à fait dans les temps. Ce serait peut-être utile de rappeler quelques éléments sur la complexité du projet. Alors, ces 12 pays qui sont en question, sur ces 12 pays, il y en a 7 qui sont déjà producteurs, peu ou prou, bien sûr, de gaz naturel, même si en réalité 90% sont produits par le Nigeria, mais il y a quand même 5 pays producteurs parmi lesquels, et il y en a 7 qui ont des réserves prouvées. Alors, bon, si on va chercher ce que ces pays produisent, ils produisent quelque chose comme environ 55 milliards de mètres cubes aujourd'hui, date d'aujourd'hui, et ils consomment quelque chose comme 24 milliards de mètres cubes. Alors ça, c'est une situation aujourd'hui, ce qui fait que l'ensemble je dirais, des inputs dépasse de 28-29 milliards de mètres cubes. Juste pour fixer un ordre de grandeur, l'Espagne a un déficit de 36 milliards de mètres cubes et consomme 36 milliards de mètres cubes. Donc un gazoduc de ce type-là, s'il fournissait aux pays africains membres de ce projet leurs besoins seulement aujourd'hui, il y aurait encore 29 milliards d'excédents qui pourraient être fournis à l'Espagne et au Portugal. Ceci étant dit, il n'y a qu'aujourd'hui que 7 pays consommateurs. Donc, pour compléter ce que vous disiez, l'électricité au charbon, qui en temps normal est l'électricité la moins chère, est la plus polluante. Elle émet quelque chose comme 1 kg environ de gaz à effet de serre par kilo produit. En deuxième niveau, c'est plutôt les produits pétroliers, qui sont autour de 800 grammes environ par kilowattheure d'électricité produite. Et puis, il y a le gaz naturel, qui lui est autour de 400 grammes par kilowattheure. Donc, une solution de transition pour aller vers un futur qui serait complètement vert, mais qui n'est pas possible aujourd'hui, le gaz naturel est une solution intéressante pour tous les pays qui aujourd'hui ne consomment pas et qui sont au nombre de 5. Il y a quand même 5 pays qui sont membres de ce projet qui ne consomment pas du tout de gaz naturel parce que tout simplement, ils n'ont pas d'où l'amener. Et donc, ce projet va leur permettre de leur apporter du gaz naturel et de leur permettre de produire de l'électricité à bon marché et modérément propre pour répondre à leurs besoins d'électrification et notamment d'électrification rurale. Je rappelle quand même que sur cette boucle de 12 pays, il n'y a qu'un seul pays. 13 pays, pas 12, professeur Bennouna. Si on compte, il y a 13 pays, si on compte le Nigeria et le Maroc, il y a 11 autres pays, comme je le signalais dans mon introduction. Ah voilà, c'est cela, c'est bien. En dehors des pays, je dirais, qui sont à l'intérieur et qui pourraient être desservis et qui ne sont pas le long de la côte. Très bien. Bien.
Donc voilà, ce serait intéressant, ce sera une solution intéressante pour les pays qui aujourd'hui ne consomment pas de gaz naturel, de pouvoir produire de l'électricité à bon marché dans des centres classiques et combinés et augmenter leur taux d'électrification rurale. Le Maroc étant le seul pays dans tous ces pays à avoir achevé son électrification rurale à date d'aujourd'hui. Oui, surtout qu'il y a des pays qui n'en sont même pas au tiers du territoire, voire de la population, qui a accès à un réseau électrique. Vous faites bien de le rappeler parce que l'enjeu de l'électrification est parmi les leitmotifs, j'ai l'impression aussi, des États à s'engager dans un tel projet. C'est pas facile de réunir tout ce beau monde, professeur Komat, parce que là, on a bien sûr les deux locomotives, entre guillemets, du projet, le Nigeria et le Maroc, mais sur le tracé final, donc il y a 11 autres pays. Ça ne devrait pas être quand même une affaire facile pour mettre tout le monde d'accord dans les négociations notamment. Surtout qu'ils ne produisent pas tous le même Effectivement, potentiel. ça ne devrait pas être facile, mais en fait, le projet avance et cet aspect-là a été traité avec sagesse, je dirais, pour différentes considérations. Tout d'abord, il fallait, et c'était une opportunité, de traiter avec un groupement et non pas avec chaque pays à part. Dans un premier temps, c'est la CEDEAO. Oui. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de traiter d'une manière multilatérale, avec un groupement, bien sûr, qui a un leadership, qui a une organisation, qui a des porte-paroles, la discussion, je dirais, est plus facile que de discuter avec chaque pays à part. C'est ça la première considération. La deuxième, c'est que ces pays ont intérêt. Comme l'a dit Sibnouna, en fait, si on évoque la dimension électrification, mais également, en fait, la capacité de se doter en ressources gazoutiques, ce n'est pas évident, en ressources gazières, ce n'est pas évident pour ces pays-là. Et là, c'est une opportunité qui va leur permettre, bien sûr, de développer leur électrification, mais également de développer des activités économiques connexes. Et la troisième considération, c'est la nature des relations qu'ont les deux leaders, à savoir le Nigeria et le Maroc, avec ces pays. Rappelons-le que ce sont des pays essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, avec lesquels le Maroc notamment a de très bonnes relations sur le plan politique, sur le plan économique. Et donc, bien sûr, il y a une confiance, il y a, je dirais, une conscience d'un intérêt mutuel. Et bien sûr, lorsqu'on traite avec des partenaires de longue date, où il y a de la compréhension, où il y a de l'intérêt mutuel, il y a de la confiance, je dirais que les relations ont tendance à être plus fluides. Et ce qui a permis aujourd'hui, pratiquement on a vu la rapidité avec laquelle ces protocoles d'entente ont été signés, soit d'une manière bilatérale, soit d'une manière multilatérale. Donc ça s'est vite passé et avec, je dirais, une volonté de part et d'autre d'avancer selon les schémas qui sont traités. Et selon les intérêts aussi. Alors, justement, vous évoquiez tout à l'heure les potentiels de production gazière dans différents pays, professeur Benouna. Je voudrais juste me référer à ce rapport de l'ONG Global Energy Monitor, que j'imagine vous avez dû lire, qui parle justement des réserves de gaz naturel en Afrique. Donc 84,7% de ces nouvelles réserves de gaz naturel sont en phase de pré-production en Afrique. Ils se trouvent justement dans 7 pays qui n'exploitaient pas jusqu'ici ce gaz naturel. Alors il s'agit du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Afrique du Sud, le Mozambique et bien sûr le Maroc, pour ne citer que ces pays. Alors tout d'abord, que signifie cette phase de pré-production et où en est-on dans le cas de pays comme par exemple le Maroc? On y viendra après, mais parlons justement du cas Sénégal, par exemple. Alors, le Sénégal m'a posé un petit problème parce que je n'ai pas réussi à trouver de chiffres sur les réserves prouvées. Et il y a même des sites d'information qui donnent 0, alors que le Sénégal en consomme. Alors, on ne peut pas en consommer sans actuellement, dans nos pays, nous sommes pratiquement le seul pays à acheter du gaz naturel liquéfié. Alors bon, il y a des pays qui sont en transition, effectivement, et parmi ces pays aujourd'hui, en premier, il s'agit d'abord du Maroc et de la Mauritanie. Alors le Maroc est dans une situation, la Mauritanie est dans une autre. Le Maroc, en fait, possède actuellement deux puits
qui serait à même de fournir du gaz naturel dans les 2-3 prochaines années. Il s'agit notamment d'un puits anchois à Lixus, qui est au large de l'Arrache, et d'un puits qui est à Tendrara. Alors, pour nos besoins aujourd'hui, dans le court terme, bien avant que le gazoduc ne soit construit, ces deux puits devraient pouvoir à eux seuls fournir les besoins du Maroc actuel, c'est-à-dire d'environ 1 milliard de mètres cubes annuels. La Mauritanie est un petit peu dans le même genre de situation, c'est-à-dire que ils ont découvert quelque chose comme 28 milliards de mètres cubes de réserves prouvées, et il n'est pas impossible qu'ils en trouvent encore d'autres, et aujourd'hui, ils n'en consomment pas. Bien, et il va falloir soit qu'ils créent donc qu'ils utilisent ce gaz naturel-là, soit qu'ils l'exportent. Et il est question pour l'instant de le liquéfier. Je ne comprends pas vraiment comment on peut liquéfier de petites quantités de gaz naturel, quand déjà pour nous, pour le Maroc, on a jugé que la quantité de gaz naturel liquéfié dont nous avions besoin était trop petite pour pouvoir le faire sur place. Enfin bon, peu importe. Disons, faut revenir pour que les gens un petit peu comprennent. Imaginez un peigne, d'accord, dont la partie rigide ferait le tour de l'Afrique, et puis on aurait des doigts qui iraient vers chaque pays. Chaque pays serait à même d'injecter dans ce peigne du gaz naturel ou d'en prendre. D'accord ? Et ceci, c'est parfaitement possible. Hein. Techniquement, il n'y a pas de problème majeur. Hein. Les gazoducs fonctionnent dans tous les sens. Ils peuvent fonctionner soit en absorption, soit en prise. Et donc voilà, alors à terme, ça va se gérer en fait exactement comme on gère un réseau électrique dans lequel on a plusieurs producteurs qui apportent de l'électricité et on a plusieurs consommateurs qui prennent de l'électricité. Mais alors quand vous dites qu'il y a des... Alors, vous faites bien de dire que ça marche un peu dans un système un peu de réseau électrique. Moi, la question que je me pose, c'est que si effectivement il y a des pays qui sont déjà producteurs, la ministre sénégalaise du pétrole parle de quelques réserves de 910 milliards de mètres cubes, c'est quand même conséquent, c'est 5e africain. Alors, comment des pays comme, qui du coup sont gros producteurs ou seront gros producteurs, comment ils devront bénéficier du passage comment devraient-ils bénéficier du branchement avec ce réseau gazier, qui est le gazoduc Nigeria-Maroc. Il y a des retours d'expérience très clairs sur, par exemple, je vous disais, l'exploitation de réseaux électriques. Alors, ce tube, il faut le prendre comme étant un tube dans lequel on peut envoyer du gaz ou prendre du gaz à volonté. Et bien sûr, il va falloir payer des droits de passage. D'ailleurs, c'est sans doute à cause de ces problèmes de droits de passage que l'on a modifié le tracé qui initialement était supposé rentrer par le sud du Maroc et traverser en terrestre le Maroc. Et maintenant, il semble qu'on s'achemine vers un service du Maroc un peu comme tous les autres pays, c'est-à-dire que le gazoduc passerait au large du Maroc et servirait le Maroc comme tous les autres pays par un des doigts du peigne, du fameux peigne que j'ai évoqué tout à l'heure. D'accord. Donc, à ce titre, une fois que je dirais qu'on a trouvé les investissements, qu'on fait un tour de table, on crée une société ad hoc qui va faire payer les droits de passage. Alors les droits de passage sont payés par les pays qui injectent du gaz et sont payés par les pays qui prélèvent du gaz, tout simplement. Après, l'affaire de payer le gaz, ce n'est pas le gazoduc qui va faire payer le gaz, c'est une affaire entre le pays qui injecte le gaz et le pays qui le prélève. Très bien. Alors, vous avez parlé d'un point très important. Donc, effectivement, nous sommes dans la phase
qui est relative à ces prélèvements, ou en tout cas aux négociations. Mais avant, professeur Komat, nous sommes aussi dans la phase où on annonce des investissements colossaux. D'abord, quand la Nigerian National Petroleum Company annonce ses intentions, parce que ce sont des intentions de financement de 12 milliards et demi de dollars. Que signifie cela concrètement? Est-ce que c'est cette entreprise qui va ramener les 12 milliards et demi de dollars sur la table et les poser et dire voilà, moi je m'occupe ou effectivement c'est beaucoup plus complexe que cela? Effectivement, en fait, le coût global du projet est estimé à 25 milliards de dollars. En fait, la quote-part de chacune des parties, Maroc et Nigeria, c'est 50%, savoir 12,5 milliards de dollars. Alors, la compagnie nigérienne a annoncé, en fait, son intention. C'est une déclaration, je dirais, officielle, parce qu'en fait, tout cela, il est sous-entendu. Du moment qu'il y a deux partenaires, chacun devrait mobiliser la moitié du coût du projet. Et bien sûr, pour le Nigeria, ça lui revient ce montant de 12,5 milliards de dollars. Alors, qu'en est-il concrètement? Est-ce que c'est un apport direct de cette compagnie ou bien c'est un appel à, je dirais, à une contribution qui pourrait être élargie à d'autres bailleurs de fonds, à d'autres partenaires? En fait, moi, je suppose, c'est plutôt la deuxième version, parce qu'au niveau du Maroc, d'ailleurs, il y a des déclarations officielles de la directrice générale de l'ONIM, comme quoi il y a des contacts aujourd'hui avec des États, avec des fonds d'investissement, avec des fonds souverains, pour qu'ils contribuent au financement de ce projet. Moi, je ne crois pas que ce soit un financement total ni de la compagnie nigérienne, ni de l'Office national des hydrocarbures et mines, avec ce montant de 12,5 milliards de dollars chacun, mais plutôt un appel à un investissement, parce que c'est un projet international, c'est un projet dont, justement, la rentabilité aujourd'hui est pratiquement acquise, parce qu'il faut rappeler... Qu'est-ce qui la rend acquise, justement? C'est les études. Oui. C'est une déclaration officielle, comme quoi les études qui ont été faites démontrent la rentabilité du projet. Bon, vous avez posé la question tout à l'heure par rapport au bénéfice de chacun. En fait, il y a deux bénéfices pour les pays, surtout producteurs. Le bénéfice, c'est que le droit de passage, parce que, par exemple, si on évoque le cas du Sénégal, bien sûr, il va percevoir des royalties pour le passage de tunnels sur son territoire au sens large, mais également le fait qu'il puisse, à partir de ce tunnel, exporter, d'autant plus qu'il y a des pays qui ont aujourd'hui des réserves, qui vont pouvoir leur permettre de s'en transformer, pas seulement en consommateurs, mais également en exportateurs de gaz. Et donc, bien évidemment, ils vont également percevoir, bien sûr, le prix relatif à la vente du gaz qui va sortir de leur territoire. Et donc, toute cette opération est évaluée, je dirais, parce qu'on est à l'étape des études, et il y a des déclarations, on n'a pas les chiffres, mais qui ont été données par les responsables de ce projet pour dire que les études ont démontré que c'est un projet à terme qui sera rentable. Alors, bien sûr... Alors, quand vous dites rentable, parce que quand on parle de pré-production de gaz, sur les nombreux sites d'extraction de gaz en Afrique, ils sont déjà associés à des terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié, de GNL. Est-ce que cela ne mettrait pas en danger ce projet de gazoduc? Non, en fait, parce que là, c'est une extension. Bon, l'Afrique de l'Ouest a déjà en fait des tunnels à un niveau limité. Mais aujourd'hui, l'intérêt au-delà, parce qu'on évoque l'intérêt de ces pays de se doter de gaz, de développer des activités parallèles, d'agir sur les contraintes de l'environnement, etc. Mais le plus important, c'est le potentiel d'exportation vers l'Europe. Vers l'Europe, parce qu'il va y avoir une connexion avec le gazoduc Méditerranée-Europe. Et bien sûr, on connaît aujourd'hui le besoin de l'Europe dans une période de transition, parce que l'Europe également aujourd'hui est en train d'aller vers la transition vers les énergies renouvelables, vers l'énergie propre, mais il y a quand même des décennies, on va continuer à dépendre du gaz. Et bien sûr, tout le potentiel, parce qu'il faut rappeler que le Nigeria a aujourd'hui, ce qui est avéré, plus de 200 milliards de réserves, et il paraît que les investissements qui sont en train d'être faits vont permettre de tripler les réserves du Nigeria. Donc aujourd'hui, il y a des signaux comme quoi les réserves vont tripler d'une manière officielle. Et bien sûr, il y a tout ce qui est en découverte aujourd'hui. On a évoqué le cas du Maroc qui peut aller vers l'autosuffisance. On a évoqué le cas de la Mauritanie, le cas du Sénégal. Donc
plusieurs pays africains aujourd'hui ont des réserves avérées en gaz, et donc ce qui leur permettra d'exporter vers l'Europe. Et bien sûr, c'est une richesse qui va permettre à ce gazoduc, justement, d'être financièrement rentable. Mais il n'y a pas que ces dimensions. On peut évoquer d'autres dimensions qui révèlent l'intérêt de ce projet, parce que c'est vrai, il y a la rentabilité, bien sûr, financière, mais également il y a l'impact économique, mais il y a également l'impact géostratégique en termes d'intégration de la sous-région, l'intégration de l'Afrique dans son intégralité, mais surtout le fait de mettre l'Afrique au niveau d'un standard de partenaire, d'interlocuteur de taille avec l'Europe sur une question fondamentale qui est la question de l'énergie. Et donc tout cela est très important. Au-delà de l'aspect financier, il y a d'autres dimensions environnementales, stratégiques et économiques qui sont à prendre en considération. Vous avez parlé de l'Europe. L'Europe, justement, examine la possibilité de recourir au potentiel, Amine Bennouna, au potentiel inexploité pour le gaz naturel liquéfié en Afrique. Que changera cela sur les intentions de financement, peut-être de bailleurs de fonds européens, dans ce gazoduc Nigeria-Maroc? Il faut déjà commencer par distinguer complètement le marché du gaz naturel liquéfié du gaz naturel servi par les gazoducs, parce que les prix sont absolument incomparables, parce que le transport du gaz naturel liquide et le process, parce que le gaz naturel liquide nécessite de le liquéfier, de le transporter par bateau et de le regazéifier, ce qui fait que le gaz naturel liquide est beaucoup plus cher que le gaz naturel servi par des gazoducs. D'ailleurs, l'expérience européenne l'a montré, c'est à cause de cela que toute l'Europe est couverte de gazoducs. Bien, donc ce sont deux marchés complètement différents, il ne faut pas les mélanger. Bon, accessoirement, nous avons ici au Maroc fait quelque chose d'un petit peu particulier pour nous sortir d'une situation un petit peu délicate avec notre voisin de l'Est qui a cessé de nous fournir. Donc on a pris du gaz naturel liquide que nous avons regazéifié pour le remettre dans un gazoduc pour pouvoir faire fonctionner nos centrales. Mais ça, c'est une situation un petit peu particulière. En général, c'est deux marchés complètement différents et en général des usages différents. Parce qu'en général, quand vous avez des gazoducs, soit vous allez vers des centrales électriques, et là, c'est des grandes tuyauteries, soit vous allez vers des réservoirs de stockage et vous distribuez le gaz naturel à l'intérieur des villes, comme c'est le cas, par exemple, d'un certain nombre de villes d'Afrique du Nord ou d'Europe. Le Maroc, malheureusement, n'en est pas pourvu. Alors, pour revenir à l'affaire des fonds et de la rentabilité, en fait, le Maroc et le Nigeria se sont mis d'accord sur le fait que chacun des pays devait apporter la moitié des fonds. Mais cela ne signifie pas que le partenaire qui est en train autour de la table va apporter de sa poche la moitié des fonds. Ça veut dire que chacun est chargé, soit avec son système bancaire, soit avec ses partenaires, soit avec des bailleurs de fonds internationaux ou multilatéraux, d'apporter la moitié des fonds. Donc le Maroc va apporter la moitié des fonds, que ce soit sous forme de prêt ou de capital, et le Nigeria va apporter l'autre moitié des fonds. Et maintenant, on sait que ça va être fait directement par la Société nationale nigérienne des hydrocarbures. Et pour le Maroc, ce sera sans doute l'ONIM, on ne sait pas encore, qui sera le chef de file pour apporter les 50% restants. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'ONIM qui va l'apporter, et ce n'est pas un seul opérateur. Et à la fin, en fait, comme tout projet, ce projet va être en partie financé par de la dette et en partie par des fonds propres. Oui. Et pour l'instant, c'est ça qui est bon, c'est qu'il est déjà prouvé que le projet, si on fait payer des droits de passage raisonnables, le projet est déjà rentable sur investissement, c'est-à-dire sur les 25 milliards de dollars. D'accord. Et après, en général, ça c'est. Il sera surtout rentable pour les pays qui n'auront rien déboursé. Je veux dire, si c'est le Nigeria et le Maroc qui s'occupent du financement du projet, à savoir les 25 milliards de dollars, les autres pays, c'est tout bénef, quoi. Tout bénef, ils payeront un droit de passage s'ils sont obligés. Moi, en parlant d'investissement, je parlais justement de rentabilité vis-à-vis de l'investissement initial des 25 milliards. Pourquoi pas?
pourquoi pas, mais de toute façon, c'est no pay, no cure, c'est-à-dire vous ne payez pas et vous n'avez rien, et you pay as you go, c'est-à-dire ils payent au fur et à mesure qu'ils consomment. Ouais. C'est pas un mauvais concept en soi, il n'y a pas de problème avec ça, puisque de toute façon, in fine, il y aura une société, d'accord, qui sera sans doute une société mixte maroco-nigériane, qui sera une société maroco-nigériane qui exploitera ce gazoduc, et le Nigeria a besoin de toute façon de ce gazoduc pour y injecter ses excédents de gaz et pour les vendre soit à ses voisins et au pire, entre guillemets, au pire qu'ils traversent tout le peigne et qu'ils s'en vont jusqu'en Espagne ou au Portugal. De toute façon, je vous ai déjà dit que actuellement la production nigériane est de 49 milliards. Le Nigeria en consomme 18, et puis ils ont un excédent de 30 milliards. Alors bon, ils peuvent encore augmenter leur production compte tenu du fait qu'ils ont 200 000 milliards de mètres cubes. Donc on est loin du compte. Hein. Donc le Nigeria, en tant que pays qui vend du gaz, va payer des droits de passage. Et s'il se trouve que le Maroc devenait demain, grâce notamment à la production de l'Ixus, devenait demain un pays qui avait des excédents, nous pourrions, nous aussi, injecter dans ce gazoduc et vendre à l'Europe. De toute façon, alors bon... C'est pour quand, justement? C'est pour quand cette production nationale? Sibnouna, c'est pour quand cette production nationale? La production nationale de l'Ixus, justement, et de ce potentiel gazier. Ah, la production nationale de qui? De tous ces pays? Du Maroc, pardon, du Maroc. Ah, bah du Maroc, je n'ai pas de boule de cristal. Moi, je suis déjà très heureux. Je suis déjà très heureux que nous soyons à même, d'ici 2-3 ans, d'avoir une autosuffisance gazière. J'en suis très heureux. Alors bon, après... on verra ce que les gens de j'ai oublié le nom de la société, je suis désolé. Les gens qui travaillent à l'arrache nous découvrent un peu plus de gaz et on verra. De toute façon, nous avons un plan gazier au Maroc et nous allons avoir des besoins en gaz naturel déjà à l'intérieur du pays avant de parler d'exporter nos excédents. Donc, si nous trouvions beaucoup de gaz naturel, nous serions bien inspirés de remplacer le bota, qui est un produit pétrolier, par du gaz naturel sur des canalisations, comme ça se fait dans beaucoup de pays d'Europe et d'ailleurs. Donc voilà, donc juste une dernière chose, à la fin, lorsque le financement sera bouclé, il y aura une part qui sera en capital, qui sera un apport en capital, et après, on parlera d'une deuxième rentabilité, qui est la rentabilité sur capitaux, une fois les taux d'intérêt payés, enfin les créanciers remboursés. C'est une autre rentabilité, mais pour l'instant, il est établi que la rentabilité du projet en tant que tel, sur 25 milliards de dollars, est rentable. Alors bien sûr, il a été dimensionné pour transporter quelque chose comme 55 milliards de mètres cubes par an. Alors, pourquoi 55 milliards de mètres cubes? Parce qu'il y a des tuyauteries qui sont standardisées, des pressions de fonctionnement qui sont standardisées. On ne passe pas comme ça, on ne met pas des tuyauteries qui font 38,5 ou 24,2. C'est des choses qui sont standardisées si on veut payer un prix à l'investissement qui est raisonnable. Alors, il y a une question quand même, puisque vous avez parlé de fonds propres et de financement autres. Il y a l'évaluation des risques pays et notamment son impact, professeur Komat, sur l'endettement et sur les taux d'endettement. Et on le sait, il y a beaucoup de risques qui sont notamment liés à l'instabilité politique dans certains pays qui qui sont sur ce tracé de gazoduc. Comment est-ce que vous pensez que cela pourrait éventuellement
handicaper le processus d'investissement déjà? Alors, avant de répondre à cette question, en fait, tout à l'heure, vous avez posé la question par rapport au financement. Est-ce qu'il se limite aux deux pays leaders du projet, à savoir le Maroc et le Nigeria? En fait, je crois que ce qui est envisagé, d'ailleurs ça a été déclaré par Mme El-Khadra, c'est qu'il y a une sollicitation, il a parlé d'État. Et lorsqu'on évoque État, c'est y compris bien sûr les États qui sont concernés directement par ce projet. En fait, au niveau du projet, il y a bien sûr les chefs de file qui sont le Maroc et le Nigeria, mais ça ne veut pas dire que les autres États sont exclus de la participation au capital ou au financement de ce projet. Bien sûr, tous ces pays-là, ils seraient sollicités dans la mesure où ils voudraient être partie prenante au niveau du financement. Donc, il ne s'agit pas d'exclusion. Et donc actionnaire un peu aussi. Bien sûr, c'est ça. Parce que les deux parties prenantes change. Principales sont le Maroc et le Nigeria. Il y a cette société mixte, bien évidemment, qui ont la responsabilité, chacun, de faire en sorte de chercher un financement autour de la moitié. Alors comment? Bien sûr, il s'agit d'une ouverture sur, tout d'abord, les partenaires du projet eux-mêmes, leurs États, leur système financier, leur système bancaire, mais également les bailleurs de fonds internationaux, etc. Alors, par rapport à la deuxième question, la question des risques. La question des risques, elle est toujours posée, qu'ils soient au niveau des pays africains et même au niveau des pays européens. Il y a des risques naturels, il y a des risques de guerre, on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Russie, au niveau de l'Ukraine, etc. Mais toutes ces dimensions-là, ils sont prises en considération au niveau des études. Et bien sûr, les bailleurs de fonds, lorsqu'ils décident d'octroyer des prêts ou des financements dans des projets, ils intègrent au niveau de leur indice de prise de décision la gestion des risques. Bon, il faut rappeler que peut-être aujourd'hui, on vit moins de risques dans le passé. Oui, mais c'est surtout que le Nigeria vit encore les mêmes risques. On rappelle que ces risques-là concernent aussi le Nigeria qui est producteur. Bien sûr, il y a le brigandage, il y a les conflits meurtriers, il y a le séparatisme et donc le djihadisme aussi qui touche une partie du pays, qui impacte aussi sa production pétrolière et gazière. Effectivement, mais je crois... Mais ce n'est pas un cas isolé. Oui, ce n'est pas un cas isolé, mais je crois que, en fait, l'Afrique a intérêt à intégrer ces risques au niveau de sa politique de développement. C'est une donne. Il ne s'agit pas de bloquer des projets pour, soi-disant, nous avons des risques, qu'ils soient de guerre, qu'ils soient d'autres. Moi, je dirais que peut-être la solution serait le développement. Peut-être que des pays, lorsqu'ils vont atteindre un stade de développement, un stade de maturité, un stade de démocratie, avec notamment ce genre de projet, peut-être que les origines des risques vont s'atténuer. Moi, je crois qu'il faut oser, et c'est ce que fait l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique ose. Et il devrait davantage oser en faisant fi. Bien sûr, les risques sont toujours là. Ça, c'est sur un plan interne. Mais bien évidemment, il y a toute l'approche externe, notamment en parlant de bailleurs de fonds internationaux, d'organismes financiers internationaux. Ils sont obligés de prendre en considération ces risques. Mais je crois qu'ils le font. Et ils déterminent leur prise de décision, que ce soit au niveau des taux d'intérêt, que ce soit au niveau des montants engagés, en prenant en considération cette dimension risque qui est certainement très, très étudiée. D'ailleurs, vous le voyez, la partie étude, il prend du temps. Parfois, la partie étude, il prend plus de temps que la partie opérationnalisation. Vous savez que depuis le temps, à chaque fois on parle d'études, il y a l'impact climat, il y a le passage, etc. Et certainement, la dimension également risque sera très bien étudiée. Et surtout sécuritaire, oui, effectivement. En l'occurrence. Alors, professeur Komat, puisque vous évoquez cela, il y a prise de décision, il y a aussi les preneurs de décision. Alors, bien sûr, il y a un nouveau président à la tête du Nigeria, qui a été élu en février dernier. Et bon... C'est sûr que là, on parle déjà d'un pays qui connaît bien le Maroc. D'ailleurs, dans l'un de ses discours, lors de sa campagne présidentielle, il a parlé un peu du Maroc comme modèle. Modèle, exactement, comme exemple. Alors aujourd'hui, déjà, est-ce qu'il y a rupture avec le président Bouhari ou c'est dans la continuité et mieux que cela, est-ce qu'on va vers le renforcement de cette complémentarité entre le Maroc et le Nigeria, de manière très générale, au-delà du gazoduc? En fait, la question, est-ce qu'il y a rupture ou non, moi je ne le crois pas, peut-être c'est le contraire. Bon, tout d'abord, sur un plan objectif, parce que le président actuel, en fait, il faisait partie du sérail et du pouvoir, et puis c'était quelqu'un de très expérimenté, et bien sûr, il est reconnu par sa sagesse, et bien évidemment, il va aller dans la continuité des intérêts stratégiques du Nigeria. Et bien sûr, parmi les intérêts stratégiques, c'est
de poursuivre ce grand projet qui est initié en partenariat avec le Maroc. Et bien sûr, vous l'avez dit, d'après en fait ces interventions, il a évoqué, ça c'est une profondeur lorsque un chef d'État aussi puissant, aussi grand comme le Nigeria, qui évoque le cas du Maroc comme un modèle à méditer, c'est un témoignage qui ne pourrait être que qu'en la faveur, bien sûr, de renforcement des relations entre le Maroc et le Nigeria. Maintenant, est-ce que on peut aller, on devrait aller au-delà de ce projet pour renforcer les relations sur d'autres dimensions économiques? Moi, je suis optimiste parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un leadership africain qui se développe. Le Maroc, aujourd'hui, il est connu, reconnu comme un leader au niveau de l'Afrique du Nord, le Nigeria également au niveau de l'Afrique centrale. Et puis aux alentours, nous avons des connexions, que ce soit avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le reste de l'Afrique. Moi, je crois que les deux pays ont intérêt à se, je dirais, positionner comme des pôles qui vont fédérer autour d'autres pays et qui vont aller dans le sens du renforcement de l'intégration économique de l'Afrique. Parce qu'il faut le rappeler, l'Afrique, aujourd'hui, il est à un tiers de son potentiel d'intégration économique. Et l'intégration économique passe par l'intégration des sous-régions, notamment des communautés économiques qui sont au nombre de 8. Et bien sûr, aussi bien le Maroc que le Nigeria sont en mesure, via leur coopération, à jouer un rôle de leader pour justement renforcer l'intégration économique de l'Afrique dans sa dimension globale. Alors, en parlant de communauté économique régionale, professeur Benouna, donc il y a bien sûr ce mémorandum d'entente qui a été signé avec la CEDEAO, entre le Maroc, la CEDEAO et le Nigeria, pour l'activation, entre guillemets, de ce projet de gazoduc. Il y a donc les autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'engagent dans ce projet, mais la question que je me pose, puisqu'on vient de parler d'élections, est-ce qu'il pourrait y avoir marche arrière d'un pays si effectivement il y a un changement à la tête de ce pays dans le tracé du gazoduc, où il y a déjà, quand on s'engage dans ce genre de mémorandum d'entente, c'est vraiment une garantie de mener à terme un tel projet? Alors, le plus important dans tout cela, c'est que le Nigeria ne recule pas. Parce qu'actuellement, lorsqu'on regarde les chiffres, je parle de mètres cubes de gaz, si le Nigeria recule, tout est à l'eau. Voilà. Mais à part le Nigeria, tout pays qui recule en cours de route, alors ça dépend du niveau auquel il décide, je dirais de l'instant auquel il déciderait de reculer. S'il décide de reculer tôt, eh bien il y a une branche du peigne qui n'ira pas vers chez lui, et puis il y a un point à la ligne. Je dirais c'est relativement simple. Par contre, je dirais que ce projet a un tel intérêt multilatéral que je vois difficile qu'un gouvernement, d'où qu'il soit issu, d'élections ou de coup d'État ou toute autre forme possible et imaginable, je vois difficile qu'il ne prête pas intérêt à un tel projet. Au pire, un pays peut dire je n'ai pas les moyens de mettre l'argent là-dedans, mais je veux bien prendre de votre gaz. Le problème qui va se produire, c'est que pour tirer, il va y avoir des conditions, si vous voulez, pour servir un pays. D'accord ? Parce que les deux pays qui sont les deux pays leaders, le Maroc et le Nigeria, on sait ce qu'ils vont faire, mais on ne va pas non plus pouvoir avoir plusieurs dizaines de kilomètres de gazoduc pour servir un pays qui dit moi j'en veux pas de votre. Voilà. Bon, mais au pire c'est une solution qu'on peut envisager, puisque de toute façon si le projet est globalement rentable et que tout ce qui n'est pas pris par les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris le Maroc et la Mauritanie, tout ce qui n'est pas pris sera pris par les pays du Nord. Bon, donc c'est l'investissement dans ces petits doigts du peigne qui lui comporte un certain risque. Voilà.
En fait, la tranche principale du gazoduc qui va du sud vers le nord, elle, à mon avis, le risque est minime. C'est sur les petits morceaux qui vont sur les côtés qu'on va voir ce qui va être négocié. L'idéal, alors dans l'idéal, ce serait que chaque pays y contribue pour être un petit peu obligé de l'utiliser soit pour exporter, soit pour importer. Mais ça, c'est l'idéal. Maintenant qu'on voit que le projet va être rentable, s'il arrive à transporter du gaz nigérian du sud vers le nord et que le Maroc en prélèverait une petite partie, eh bien, pourquoi pas? Alors, toujours on se projette, n'est-ce pas, dans cette émission. Quelle est la prochaine étape, selon vous, en tant qu'expert en énergie, Amine Bennouna, la prochaine étape après celle de l'enquête sur les droits de passage, notamment? C'est celle que je viens de décrire de façon un petit peu, j'en conviens, un petit peu compliquée, c'est-à-dire la prochaine étape. Supposons que les financements sont trouvés. Allez, chaque partenaire est chargé de trouver la moitié de ces 25 milliards, de 25 milliards. Et puis, en comptant les fonds propres et puis les prêts, les systèmes bancaires locaux, internationaux, on a le financement pour financer tout ça. Bien. Alors, je suppose que ces 25 milliards sont en fait seulement pour la grande tranche qui va du sud vers le nord. Alors, il va falloir encore financer les petits doigts du peigne que je disais. Et alors là, il va falloir voir comment chaque pays et il va falloir négocier avec chaque pays ou avec l'ensemble des pays pour... Alors, est-ce qu'il y aura une solution globale qui sera adaptée à tout le monde ou est-ce que ça va être au cas par cas, pays par pays? On ne sait pas encore, c'est quelque chose qui n'a pas encore filtré. Mais c'est clair que, je dirais, c'est un peu comme si vous aviez une grande autoroute qui partait, par exemple, de Marrakech à Tanger, et puis qu'il y a des voitures qui vont de toute façon de Marrakech à Tanger, et celles-là vont payer de droits de passage parce que Tanger attend ces véhicules-là, et puis que vous avez des sorties, et des entrées. Et alors, mais c'est le financement de ces sorties, de ces bretelles d'autoroute, sera-t-il pris en charge complètement par le projet ou par les pays individuellement? Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore, à ma connaissance, figé, mais c'est quelque chose auquel il va falloir penser, je dirais, c'est notamment l'une des prochaines étapes. OK. Professeur Komat, puisqu'on a parlé de ces pays-là, et puis on connaît bien sûr les difficultés de ces pays, notamment financières pour certains pays, pour l'accès aussi au financement compte tenu du risque pays dont on parlait il y a quelques instants. Est-ce que vous pensez que l'Europe pourrait participer au financement de ce gazoduc indirectement, ou via des institutions bilatérales comme la BERD ou autres bailleurs de fonds européens, compte tenu de l'importance cruciale du gaz africain aujourd'hui et de la rupture de la dépendance au gaz russe avec la guerre en Ukraine? Effectivement, avant de répondre, ce que je voudrais préciser tout d'abord, lorsqu'on parle, en fait, on évoque ces montants, ce n'est pas des montants à financer en bloc. Lorsqu'on parle de 12,5 milliards de dollars, ça ne veut pas dire qu'il faut poser sur la table aujourd'hui 12,5 milliards de dollars. En fait, c'est un projet qui a une vingtaine d'années pour qu'il soit tout à fait réalisé. Et donc, le financement, c'est au fur et à mesure. D'ailleurs, par exemple, au niveau des études, l'OPEP, par exemple, a financé à hauteur de 14,3 millions de dollars anonymes, en fait, une partie des études. Donc, le financement a déjà commencé. D'accord? Donc, la partie études, parce que ce qu'il faut financer aujourd'hui, ce sont les études. Et le Maroc déjà a commencé à mobiliser des fonds, notamment via l'OPEP, pour financer une partie des études. Alors maintenant, qu'en est-il de l'Europe? Bien sûr, l'Europe, aujourd'hui, est sollicitée. Moi, je dirais qu'il devrait être le principal bailleur de fonds pour ce projet. Tout d'abord, parce qu'il a les moyens. C'est quand même un projet colossal en termes de besoin de financement. Mais bien évidemment, également, parce qu'il a intérêt. Il faut rappeler que, tout d'abord, en fait, lorsqu'on a évoqué les réserves des gages au niveau du Nigeria, ce gage, il est destiné théoriquement essentiellement vers l'Europe, parce que autant l'Afrique, il est en train de
je dirais, suffire. On a évoqué tout à l'heure 5 pays, le potentiel aujourd'hui qu'a le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Et donc, tous ces pays, bien sûr avec tête de file le Nigeria, vont exporter vers l'Europe parce que l'Europe n'a pas aujourd'hui de réserve. L'Europe a besoin, dans une étape transitoire qui va durer des décennies, il a encore besoin du gaz, qu'il soit de l'Europe de l'Est, de l'Ukraine ou de la Russie, que ce soit de l'Afrique. Et donc, bien sûr, il y a un intérêt géostratégique, géoéconomique pour l'Afrique pour qu'elle puisse justement avoir intérêt à voir ce projet se concrétiser. Et bien sûr, la dimension financière est importante. Et d'ailleurs, les contacts ont déjà entamé avec les États, avec les institutions financières. Je crois que la contribution de l'Europe sera effective dans ce projet. Merci beaucoup, Si Abdelatif Komat. Nous allons certainement suivre un peu les étapes au fur et à mesure de ce projet de gazoduc Nigeria-Maroc qui devrait profiter quand même, on ne l'a pas dit, on n'a pas parlé de la population, on a parlé de l'industrie et de l'électrification de l'Afrique à plus de 440 millions de personnes. Ce n'est pas rien. Merci beaucoup, merci à vous. Et merci à vous également, professeur Amin Bennouna. Merci d'avoir été avec nous. Merci Khadija, merci Si Abdelatif. Merci à vous de nous avoir suivis et pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.